Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette rubrique de l'invité du journal. Ce soir, pour vous, nous recevons le docteur Bertin Itoko Libana, spécialiste en santé publique, option santé communautaire, qui est l'invité du journal de ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu positif à notre invitation. Alors, première question, quel est votre avis ou votre vision par rapport à l'initiative du chef de l'État concernant justement la gratuité de l'accouchement et des soins du nouveau-né? Merci beaucoup, madame journaliste, pour cette belle question. En fait, c'est une initiative que nous devons tous encourager parce que la couverture santé universelle, c'est une exigence qui est de façon économique et sociale, exigence de développement économique et social. Donc, il était tout à fait normal que le chef de l'État puisse s'aligner à cette exigence qui est le plan international, compte tenu des différents problèmes auxquels la population est confrontée, c'est-à-dire en termes de pauvreté. Nous savons que notre pays, la RDC, il a 64% des ménages qui vivent dans une pauvreté très avancée. Exactement. Alors, dites-nous, en ce qui concerne justement, nous sommes toujours étant médecins, donc nous allons rester dans le cadre de la couverture santé universelle qui est une vision du chef de l'État. Alors, dites-nous par rapport à quels sont les défis afin que cette couverture santé puisse être vraiment bien respectée et bien organisée en République démocratique du Congo. En fait, d'abord, nous devons savoir que la couverture santé universelle, madame, ce n'est pas une gratuité de soins. Très bien. La couverture santé universelle n'est pas une gratuité de soins, c'est une précision. Oui. La couverture santé universelle... Je vous dis, docteur, que les gens confondent justement la gratuité de l'accouchement et la couverture santé universelle. En fait, la gratuité de l'accouchement, en fait, cette intervention de l'accouchement gratuit fait partie de la couverture santé universelle. Très bien. Dans les interventions, parce qu'il y a 3 rubriques dans la couverture santé universelle. Nous avons la disponibilité, nous avons la couverture dans le cadre de santé mentale, couverture de santé essentielle et santé mentale et néonatale. Oui. Nous avons la protection contre les risques financiers et nous avons aussi les déterminants de la santé. Donc, la couverture santé universelle n'est pas une gratuité de soins. Très bien. N'est pas une assurance maladie. Mais par contre, l'assurance maladie, c'est un mode de paiement qui nous amène vers la couverture santé universelle. Très bien. Et la couverture santé universelle n'est pas seulement l'administration des soins, et aussi pour protéger, promouvoir, et aussi pour la réadaptation en cas d'handicap. Très bien. Alors, dans ce cadre, il faut que nous puissions réunir les préalables. Quels sont ces préalables? Les préalables est que, si nous tenons compte de l'état des lieux réalisé en 2009 avec le financement de l'OMS, cet état des lieux a énuméré plusieurs éléments, notamment en termes des infrastructures. Très bien. Nous avons 1006 centres de santé qui sont construits en matériaux durables sur 8504 aires de santé dans notre pays. Okay. Nous avons 123 zones de santé qui n'ont pas d'hôpitaux généraux de référence. Très bien. Nous avons 4 hôpitaux provinciaux de référence dans toute la RDC sur 26 provinces. Nous avons 60 millions de la population qui parcourent plus de 5 km pour accéder aux soins à un centre de santé. Nous avons un problème d'accessibilité sur le plan géographique en termes des infrastructures routières. Exactement. Nous avons un problème en termes de médicaments, les matériels et médicaments dans les hôpitaux. Nous avons des problèmes de médicaments et les intrants. Nous avons un problème de renforcement des capacités des prestataires, surtout avec la décentralisation dans la RDC. Les différents ministres provinciaux se permettent de permettre les agents comme ils veulent. Du coup, nous avons parfois des gens qui ont été déjà formés, mais après un mois qui sont permis par un ministre provincial qui arrive. Okay. Nous avons un problème de la motivation. Le plus grand problème, c'est la motivation. Voilà. Vous voyez que maintenant, là, nous avons les personnels qui sont en grève. Oui. Or, la couverture santé universelle, c'est les soins de santé essentiels à moindre coût, à un coût abordable. Les soins de santé de qualité, c'est la prestation, c'est les prestataires. Mais qui est en grève? Justement, le prestataire. Donc, nous devons réunir tous ces préalables parce que nous savons que dans la théorie des changements, on dit c'est la méthode qui explique comment une intervention menée peut censée amener un changement précis sur le plan de développement. Okay. Et la théorie des changements nous dit aussi, ça nous permet d'identifier les solutions
qui, une fois exercés de façon efficace, vont identifier les problèmes, les causes des problèmes qui attravent les progrès. Ok. Donc, nous avons les problèmes, nous avons différents problèmes qui attravent les progrès en termes de la couverture de santé universelle, en termes de la gratuité de l'accouchement. Par exemple, de différentes maternités n'ont pas équipé à la banque du sang. Nous avons la première cause de décès maternel chez nous, et nous avons une parenthèse, nous avons 841 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Okay. Or, il faut des interventions qui vont nous aider à réduire le taux de décès maternels. Oui. Or, il fallait équiper, moi, à mon avis, bien que c'est une exigence économique, sociale, mais il fallait d'abord équiper toutes les maternités en banque du sang, parce que la première cause de décès maternel, c'est l'hémorragie de post-partum. D'accord. Donc, je me dis, au regard de tous ces paramètres, je donne un autre exemple. Je suis allé au niveau de Olomami. J'ai parcouru la ville de Kamina vers la zone de santé de Cabo-de-Dianda. Avec la moto, parce que le temps de route est désastreuse. Et impossible, impraticable. Impraticable, carrément. Et ceci, la moto. Et vous avez une femme en travail chez qui on a estimé le poids à 5 kilos, dont on décide une césarienne. Elle doit parcourir 100 km sur la moto pour arriver à la zone de santé. Ça, c'est la rupture utérine. Elle va mourir. Donc, nous avons des préalables que nous devons tenir compte pour chercher à permettre à nos femmes d'accéder aux soins de bonne qualité, avec un personnel motivé, qualifié, pour diminuer, qualifier et puis de réduire le taux de mortalité maternelle. D'accord. Docteur, alors si je dois vous prendre au mot, pour l'instant, cette gratuité de l'accouchement n'est pas faisable, on va dire que ça comme ça, n'est pas faisable en République démocratique du Congo pour l'instant. En fait, pour l'instant, au regard de ce tableau que je viens de tracer, ce n'est pas une priorité. Très bien. Moi, je me dis la priorité serait au moins la promotion de la planification familiale. Parce que la planification familiale joue un rôle important dans la couverture santé universelle. Voilà. Et nous savons que dans la planification familiale, qu'il y a une interaction dans les différents secteurs, ça va nous permettre d'arriver vers le développement, comme dit la théorie des changements. Parce que nous savons que la planification familiale, au niveau de la santé, réduit le taux de décès maternel de 30 à 40%. Okay. Sur le plan économique, nous savons que la croissance économique est fonction de l'habitat, qui est en relation avec la croissance, qui est en référence avec la croissance démographique, en fait, qui est influencée par la planification familiale. Donc, la planification familiale joue un rôle sur les pyramides d'âge, sur le taux de dépendance de la population. Si nous allons au niveau de l'environnement, la planification familiale nous permet de jouer un rôle sur la taille de la population en termes de production de déchets, d'utilisation de reboisement aussi, de destruction au niveau de l'environnement. La planification familiale joue un rôle au niveau des ministères des Affaires sociales pour réduire le taux de Kouloula même, par exemple, en ayant des enfants que nous avons désirés, que nous devons prendre en charge. Si nous allons au niveau de l'éducation, la planification familiale nous permet de prendre en charge correctement nos enfants voulus dans un couple jusqu'à l'université. Et ça permet même l'autonomisation même de la femme. Et la planification familiale joue un rôle même au niveau des ministères des mines, de l'utilisation des enfants dans l'histoire des mines, des carrés minés. Donc, moi, je pense que nous devrions en principe promouvoir la planification familiale qui a une interaction dans différents secteurs, que de promouvoir, que de parler plus de la gratuité de l'accouchement sans répondre aux différents préalables que je viens d'énumérer, qui va multiplier la croissance démographique, source de sous-développement. Parce que nous savons que dans notre pays, il y a 3,1% de taux de croissance démographique, ce qui est important, quelle que soit la bonne foi du chef de l'État, avec 16 milliards qu'on n'a jamais atteint, parce que c'est grâce à lui que nous sommes arrivés à 16 milliards, mais avec cette croissance démographique non contrôlée, il n'a pas un impact sur le plan social. Je pense que nous devrons plus jouer sur la planification familiale pour que la vision du chef de l'État puisse se sentir sur le plan social. Oui, docteur, dernière question pour que nous puissions finir notre rubrique, invité du journal de ce soir. Comment promouvoir justement la planification familiale? Parce qu'il y a des centres normalement qui sont spécialisés mais qui ne le font pas. Comment maintenant promouvoir cette planification familiale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Une très bonne question, madame. En fait, nous savons, selon l'étude même qui a été menée en 2009, nous avons 69% de formation
les prestataires qui sont formés à planification familiale. Mais pour que la promotion là soit correcte, il faut que les prestataires soient formés. Nous devrions former les prestataires, nous devrions équiper les formations sanitaires aux étrants, parce qu'il faut les produits de contraception, nous devons les équiper et faire un très bon counseling. Parce que si le counseling, c'est-à-dire que l'entretien avec la cliente n'est pas de bonne qualité, il a toujours des interruptions des méthodes contraceptives de façon unilatérale. Une fois que la cliente a constaté certains signes qu'on appelle les effets secondaires, elle arrête. Donc, si les prestataires sont bien formés, bien équipés avec les étrants, nous allons étendre tous les pays et nous allons influencer même la croissance démographique de notre pays. C'est qui, avant-dernière question, c'est qui donne justement les matériels? C'est l'État, le gouvernement, c'est un privé qui donne justement cette formation, le matériel adéquat pour pouvoir faire cette planification? Oui, en fait, pour le secteur de la santé, nous avons 42% de fonds qui proviennent des ménages, 40% je crois avec les bailleurs de fonds, et le gouvernement n'alloue que 14% pour le secteur de la santé. Donc je pense que si on peut inverser les tendances, changer le paradigme à terme d'augmentation des taux des secteurs de la santé dans les projets budgétaires, je pense que ça va permettre au secteur de la santé d'agir sur cet aspect de la planification familiale, parce que nous dépendons plus aux partenaires. Or, il y a un effet néfaste des partenaires parce qu'il n'y a pas une coordination de toutes les interventions des partenaires. Nous avons 519 zones de santé, mais vous allez voir parfois 300 zones de santé qui bénéficient de différentes interventions des partenaires pour une même thématique. Ouais. Or, si les partenaires étaient éparpillés dans toutes les zones de santé et dépendaient de nous, gouvernement, je pense que leurs interventions devraient avoir un effet sur le terrain et changer les indicateurs aussi.